Vous les moutons. Non, on est parfait. Eh bien, nous allons commencer cette deuxième conférence animée par ATR sur cet espace tourisme responsable de l'édition 2024 du Salon IFTM. Donc, bienvenue à tous les participants. Merci à notre panel de venir témoigner de ces actions en faveur d'un tourisme responsable dans la famille hébergement. C'est un peu le jeu de cette famille. C'est comme ça qu'on a décidé d'animer ce cycle de conférences. On vient de terminer une première conférence avec les tours opérateurs. Maintenant, on parlera plus de la partie hébergement et ensuite on enchaînera dans une heure avec les compagnies aériennes avant de finir un tour de table avec les acteurs de la distribution, les agents de voyage. Et puis on continuera demain avec d'autres thématiques. Vous avez toutes les conférences sur le site internet de IFTM et également sur le site internet d'ATR. Agir pour un tourisme responsable. J'en suis le directeur et j'anime donc ce cycle de conférences ces 3 jours. L'actualité est riche, donc on va faire 4 tours de table, mais c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui, ça sera débattu jeudi à midi ici même, on assiste quand même à une forme d'accélération de l'engagement dans le tourisme responsable de beaucoup d'acteurs, beaucoup d'exposants. Il y a encore un espace tourisme responsable, mais peut-être l'année prochaine, tous les stands seront amenés à se positionner sur ces sujets-là. On est en plein changement d'échelle. Après, ça n'empêche pas de rester très lucide sur le fait que beaucoup de chemin reste à parcourir. On vous a sélectionné un panel peut-être des entreprises qui sont les plus engagées, en tout cas qui sont les prêtes à témoigner de leur bonne pratique en toute humilité, mais on trouvait important de parler d'hébergement. Donc moi, je dirige l'association ATR, mais je suis également secrétaire d'une association interprofessionnelle des acteurs du tourisme durable, ATD, dont certains des membres du panel sont également adhérents. ATD regroupe à la fois des collectivités locales, des offices du tourisme, des acteurs de l'hébergement, du voyage, des bureaux d'études. Voilà, on a plusieurs grands réseaux d'acteurs en France. ATR, c'est plutôt le réseau spécialisé dans le voyage. ATD, c'est le réseau interprofessionnel. L'actualité d'ATD, c'est aussi les universités du tourisme durable. On attend plusieurs centaines de personnes les 4, 5, 6 novembre à Bordeaux, où on abordera un sujet qui a été évoqué ce matin en conférence inaugurale, qui est la question sociale. On oublie souvent que le tourisme durable doit aussi se poser les questions de l'inclusivité, les personnes en situation de handicap, les personnes éloignées des pratiques touristiques pour des raisons économiques. Et c'est vrai que c'est un sujet un peu trop longtemps oublié. On aime bien le rappeler. En tout cas, voilà, j'aimerais bien aussi qu'on puisse en parler, puisque dans l'hébergement, il y a beaucoup d'innovations qui vont aussi dans ce sens. Voilà un petit peu le décor qui est posé. Donc, on va commencer un premier tour de table où je vais vous laisser vous présenter. Donc, on a peut-être on va commencer avec toi. Donc, je vous invite à présenter votre organisation, qu'est-ce que vous y faites et peut-être votre version de l'histoire du tourisme responsable. Est-ce que vous avez l'impression que ça s'accélère? Est-ce que vous avez des actions qui l'illustrent à l'échelle de votre entreprise? Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Jérôme Andriot, responsable RSE de The Originals Hotels. On a un stand d'ailleurs, si vous voulez faire un petit tour ici. Donc, on est une coopérative hôtelière de 320 hôtels en France. Voilà. Et donc, nous, on a vraiment initié notre politique de développement durable, j'ai envie de dire, 2019, juste avant le Covid. Mais c'est vraiment le Covid qui l'a accéléré. On a vraiment l'impression que cette pause qui s'est faite pendant un temps a vraiment permis de... Enfin, moi, j'ai trouvé une maturité qui est arrivée à ce moment-là assez importante. Et nous, en fait, on a augmenté au fur et à mesure les volets de notre accompagnement des hôtels sur le sujet. Au départ, j'étais à mi-temps sur le sujet. Maintenant, je suis à temps complet vraiment sur le sujet avec une personne supplémentaire qui m'accompagne maintenant. Donc, on sent qu'on a un vrai besoin d'accompagnement des hôteliers sur le sujet. Et l'accélération, pour moi, vient notamment beaucoup aussi de notre côté d'une pression aussi commerciale et réglementaire. Donc pression commerciale, pas du client tourisme, mais du client corpo. Donc en fait, en gros, les grosses entreprises ont des pressions en termes d'achat responsable et ça ruisselle forcément sur les hôteliers en tant que fournisseurs d'hébergement ou de séminaires. Donc ça, c'est une bonne chose, entre autres, parce que ça permet de faire bouger un peu les choses. Et puis bien sûr, il y a toute la partie réglementaire aussi qui a, depuis 5 ans, fait accélérer pas mal des choses. Et je terminerai juste avec je pense, une prise de conscience plus importante aussi des hôteliers sur le sujet. À un moment donné, la crise de l'énergie aussi a beaucoup fait réfléchir aussi nos hôteliers aussi sur le sujet. Merci beaucoup. Rémi pour Mige. Oui, bonjour. Rémi Vernet, je suis délégué général de l'association des Miges. Donc on est à la fois organisateur de voyages scolaires
et on anime et on gère des auberges de jeunesse dans le centre de Paris, voilà, dans le Marais. Alors nous, on se situe, j'ai écouté tout à l'heure la table ronde, on se situe sur des questions éducatives en fait. Donc on existe depuis une petite 60-70 ans. On a été créé après la guerre pour sensibiliser les jeunes aux questions de citoyenneté, on va dire d'une manière globale, on appellerait ça comme ça aujourd'hui. Et à ces questions de citoyenneté, effectivement, se pose aujourd'hui la question du développement durable. Et comme tu le dis aussi, les questions d'inclusion et aussi les questions de paix en Europe. Donc nous, on se situe un peu en amont. Si tout à l'heure, on entendait, il fallait sensibiliser, il fallait éduquer. On n'a pas peur d'essayer d'être des partenaires, en tout cas des partenaires des structures associatives, des enseignants d'une manière générale, pour les aider à sensibiliser les enfants à ce type de voyage. Voilà, on reviendra tout à l'heure sur différentes actions qu'on a menées, mais en tout cas, l'accélération sur les questions environnementales s'est faite à peu près à la même période, 2017, 2018, 2019, un peu pour toutes les raisons que tu as évoquées tout à l'heure. Mais voilà, toujours nous dans la question de se dire comment un enfant de 9 ans, 10 ans qui vient chez nous, 14 ans, 17 ans, 20 ans, comment on peut capter son attention et qu'est-ce qu'on fait pour qu'il reparte d'ici, même s'il vient pour visiter Paris, l'idée qu'il reparte avec une petite graine semée sur ces questions-là. Voilà. Je me rappelle d'un événement que vous aviez fait à l'Académie du Climat avec Loïc Blaise. D'ailleurs, il était venu intervenir il y a 2 ans ici même sur le salon. On va bientôt fêter les 10 ans de la COP 21, les accords de Paris. Donc je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose l'année prochaine pour célébrer ça, mais c'est vrai que dans l'éveil des consciences, dans l'histoire du tourisme responsable, il y a quand même l'année 2015 qui a pu être aussi un marqueur pour les professionnels, mais aussi pour le grand public, sur les questions climatiques notamment. Et peut-être point commun aussi, ce qui est intéressant dans les 3 premiers intervenants, c'est qu'on a une coopérative, Best Western est également une coopérative, et vous êtes une association. Donc c'est vrai que quand on parle de questions sociales dans le tourisme, le statut aussi des organisations peut être intéressant à relever. Donc voilà, on sera peut-être amené à en parler tout à l'heure. Rachel, sur Best Western. Alors, bonjour, Rachel Oison, donc je suis directrice adjointe RSE et marque employeur. Donc nous, on a entamé, on a créé le service RSE il y a 5 ans maintenant. Donc avant le Covid, et donc c'est notamment dû à la pression, on peut dire, dès il y a 5 ans, ça s'accélère de plus en plus, mais la pression commerciale. On nous demandait en fait, notamment des groupes comme Total, Schneider, etc., nous demandaient notre note EcoVadis. Donc c'était un audit externe en RSE, sinon ils n'envoyaient pas leur corpo dans nos hôtels, leur personnel. Donc en fait, pour avoir ces contrats, on s'est mis dans la RSE, mais vraiment formalisé. Et puis on avait clairement aussi des attentes clients dès il y a 5 ans. Et vraiment, ça s'accélère aujourd'hui et on le note tous les jours. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui se créent, des plateformes commerciales. Ils créent tous leur propre référentiel RSE. Et donc maintenant, l'équipe, on parlait tout à l'heure de l'équipe, j'étais toute seule au début et là, on passe à 4 personnes. Pour répondre non seulement aux clients, aux hôtels, à tous les référentiels qui nous tombent dessus. Enfin, voilà. Donc on voit que la machine est en route. Je me souviens qu'il y a plus de 15 ans, Best Western avait déjà des bonnes pratiques chez certains de ses adhérents, donc ça vient aussi de plus loin encore. Tout à fait. Alors nous, on avait commencé avec l'écolabel européen. On avait une 60aine d'hôtels qui étaient écolabel, mais en fait, les fournisseurs ne suivaient pas. En fait, on leur demandait que 50% de l'énergie soit de l'énergie verte. Et les prix étaient beaucoup trop élevés et donc nos hôteliers n'ont pas réussi à suivre en fait. Et donc là, on va dire, on était presque trop précurseurs il y a 20 ans. Et donc maintenant, c'est plus simple parce que les fournisseurs sont plus au rendez-vous. Pas tous encore, hein, ça serait bien, mais la majorité. Carole, Betterfly Tourisme. Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Carole Matisse, je suis la responsable des opérations chez Betterfly Tourisme. On est un cabinet de conseil qui accompagne les hébergements touristiques, les restaurants et les territoires dans la mesure et la réduction de leurs impacts environnementaux. Donc on existe depuis 2011. On a créé notamment un outil qui s'appelle Wingy, qui va permettre de faire une cartographie des impacts en fonction de différents indicateurs, tels que l'impact sur la biodiversité, la consommation d'eau, consommation d'énergie, l'impact carbone. Donc on va modéliser beaucoup de données qui vont rentrer en considération dans la nuitée d'un hôtel avec petit déjeuner. Et cette cartographie va permettre à l'hôtelier de se positionner avec une note allant de A à E, une sorte de score, et de pouvoir mettre en place des actions
pertinente de réduction des impacts. Donc on accompagne aujourd'hui plus de 1000 clients dans cette réduction des impacts. Et on s'aperçoit aussi que depuis 5 ans, ça a pris beaucoup d'ampleur. Nous, on est passé de 12 personnes à 35 personnes. On accompagne désormais sur une vision à 360, donc sur l'état des lieux, sur le plan d'action, sur la mise en œuvre des actions et également dans la formation des collaborateurs. Il y a beaucoup de groupes d'hôtels qui aujourd'hui vont former des ambassadeurs dans chaque hôtel pour mener leur stratégie RSE et on les accompagne dans ce sens. Au-delà du logiciel dont tu parlais, il y a aussi l'étiquette environnementale. C'est ça, exactement. En fait, notre logiciel va éditer cette étiquette environnementale qui est en fait une démarche officielle de l'ADEME qui permet donc aux hôteliers de se positionner selon la lettre de A à E, de se comparer et puis aux clients surtout de comprendre l'impact de leur service. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent, beaucoup de labels, beaucoup de démarches qui sont portées. Et le client, c'est vrai qu'il n'arrive plus à s'en sortir. Il ne sait plus qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est moins juste. Et donc l'ADEME a porté cette démarche pour avoir ce scoring selon les produits ou les services utilisés par le client. Sachant que vous avez été aussi aidé dans la vulgarisation de cette étiquette dans ce qui se passe dans l'immobilier, dans l'électroménager également, où ça existe depuis aussi de nombreuses années. Et ça a pu peut-être aider aussi à la compréhension par le public de cette note environnementale. Alors le Nutri-Score nous a beaucoup aidé. C'est vrai que d'avoir cette démocratisation du Nutri-Score, d'avoir cette comparaison avec ce système de notation qui est rentré dans notre vie de tous les jours, ça permet effectivement de développer la notoriété de l'affichage environnemental. Aujourd'hui, il y a 5 secteurs tests, dont l'hôtellerie, mais il y a également effectivement les vêtements, le textile. On a également l'ameublement. Et c'est étudié pour que ce soit une mesure qui soit obligatoire aussi pour certains secteurs. Merci. On va terminer le tour de table avec Vincent de Attitude Hôtel et donc on va voyager au-delà de la France. Là, on a beaucoup parlé de la destination France. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, bonjour Julien. Alors Attitude est un groupe hôtelier mauricien. On s'est créé il y a 15 ans. Donc en sachant que les acteurs dans l'hôtellerie à l'île Maurice sont implémentés là depuis les 40-50 dernières années. Donc on est arrivé nous en 2008. Donc on a commencé avec 2 hôtels et aujourd'hui on a 9 hôtels à Maurice et un hôtel prochainement à Zanzibar. Donc pourquoi cette petite introduction-là? Puisqu'il est quand même difficile d'arriver en 2008 dans un environnement où il y a déjà la place est prise au niveau du tourisme et on avait pris comme engagement d'avoir un impact. Et sur trois volets, le premier impact c'était avoir développé avec les communautés locales. Et la première communauté locale, ce sont nos employés. Nous employons 1700 personnes. Le deuxième impact, c'était au niveau de acheter mauricien, travailler avec les entreprises locales, développer l'économie locale, très très important. Et le troisième, c'était de faire un groupe hôtelier le plus en respect de la nature. Donc voilà. Et en 2019, ça a été... Donc on a fait ça année après année. C'était un petit peu un rêve qu'on faisait au fur et à mesure des ouvertures d'hôtels. Donc il y avait une dimension un peu idéaliste dans tout ça, je vais être honnête, de rêve. Au fil des années, chaque année, on était de plus en plus tangible sur nos objectifs. Et en 2019, on a décidé d'être une entreprise à mission. Donc de passer d'une économie shareholder à une économie stakeholder. Donc re-axer sur ces trois axes à impact. Et voilà, donc... Et l'année prochaine, notre ouverture à Zanzibar, et ça promet au niveau de cet impact de faire quelque chose d'intéressant. Je reviens sur ce concept d'entreprise à mission, parce que historiquement, l'économie sociale en France, elle a été beaucoup représentée par le secteur associatif coopératif, et c'est vrai que la loi Pacte en France, elle permet d'être entreprise à mission et de permettre à des structures qui sont peut-être à but lucratif de déclarer quand même leur raison d'être, leurs impacts sociaux, environnementaux, et c'est intéressant de saluer que ça s'hybride de plus en plus au niveau de l'économie. Et donc vous avez un slogan, c'est des hôtels qui font du bien. Alors c'est vrai qu'en Angleterre, on parle beaucoup du travel better, on est un peu moins pudique, peut-être à Maurice aussi. C'est vrai qu'en France, on a encore du mal
à faire de la morale en fait, mais je trouve que c'est pas mal comme slogan des hôtels qui font du bien. Alors c'est vrai que ça nous a pris un peu de temps pour mettre ce slogan, mais année après année, on voit l'impact qu'on arrive à faire et qu'on arrive à mesurer surtout. Et c'est vraiment ça notre objectif. Et on parlera un petit peu plus tard, quand on arrive à opérer 1200 chambres d'hôtel sans utiliser du plastique à usage unique, de voir tout l'impact que ça dérive après. Donc on se dit oui, on peut développer rapidement une chaîne d'hôtels et on peut effectivement faire du bien au sens strict du terme. Merci. On va prolonger sur la deuxième question, sur The Originals. Quelle serait l'action la plus impactante ou la plus innovante que vous souhaiteriez partager au public ? Innovante, je pense qu'on n'est pas très innovant pour l'instant. Mais je trouve ça plutôt pas mal de ne pas forcément l'être. Mais c'était difficile de trouver une action. Hein. Parce que nous, c'est vraiment un travail à 360 degrés avec les hôtels sur l'ensemble des éléments. Et en fait, notre but, c'est de les accompagner. Moi, il y en a un qui, pour l'instant, est un peu notre fer de lance en ce moment, c'est l'énergie. C'est la rénovation énergétique des bâtiments. Ça paraît un peu, c'est pas super sexy, mais c'est ce qui nous fait travailler énormément en ce moment. Donc de faire des bons diagnostics, faire rentrer dans la tête des hôteliers qu'il y a des diagnostics énergétiques à faire, de voir là où ils en sont, de faire un petit peu le bilan, de se faire un plan d'action. Ils ont un décret tertiaire pour certains pour beaucoup qui ne s'intéressent pas beaucoup au sujet, mais qui les lorgnent quand même derrière. Donc il y a un vrai travail là-dessus, sur l'énergie. Et nous, le travail que l'on fait beaucoup, c'est de les accompagner, mais pas uniquement sur les diagnostics, mais aussi de trouver les subventions, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Donc on essaye d'avoir un accompagnement à 360 degrés avec les hôtels. Et on va commencer dans pas longtemps aussi, peut-être avec Betterfly notamment, sur la partie eau également, sur une partie avec un fonds, un appel à projet de l'Atout France, pour aussi accompagner les hôtels. Donc c'est de faire du diagnostic et après d'avoir des feuilles de route pour que les hôtels puissent commencer un peu à travailler aussi sur les économies d'eau, d'énergie. Et j'en passe. Alors c'est peut-être pas très innovant comme sujet, mais j'imagine qu'il y a aussi quand même plein d'innovations pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Parce qu'il y a plein de manières d'isoler un hôtel, ça dépend de l'hôtel. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner sur des choses plus originales que d'autres dans l'isolation Non, je n'aurais pas. Sur quelque chose d'innovant, non, vraiment pas. Parce qu'en plus, nous, on ne suit pas vraiment les travaux là, des hôtels. Pour le coup, comme ils sont indépendants, nous, on va plutôt les aider en amont et justement sur la recherche de subventions. Et tu parlais de l'eau, il y a actuellement, là, en ce moment même, une réunion à Tout France sur l'eau. Hein, c'est un des sujets qu'on a abordé lors des dernières universités du tourisme durable à Aix-les-Bains. Il y a un appel à manifestation d'intérêt d'Atout France sur ces questions-là, parce que c'est un des sujets majeurs. On en a beaucoup parlé dans les médias depuis quelques mois, même quelques années. On voit qu'il y a des conflits d'usage entre le tourisme et d'autres types d'usage de l'eau, l'agriculture notamment. Ouais. Comment vous allez accompagner vos adhérents sur ce sujet-là ? Eh ben justement, il y a un mix. Alors on est en train, c'est pas encore fait, c'est pas encore signé, mais je vous le dis, c'est un scoop, je sais pas pourquoi. Mais avec Betterfly justement et avec un autre partenaire qui s'appelle Wigo Greener, qui est un peu spécialiste aussi dans les formations. Nous, on travaille avec Wigo Greener sur la partie formation, développement durable pour les hôtels, qui va accompagner les hôtels pour faire un diagnostic de leur gestion et de leur consommation d'eau, avec éventuellement les bonnes pratiques, et avec une formation via Wigo Greener sur la partie de moi en tant que responsable, entre guillemets, développement durable dans mon hôtel, comment je vais... donc il y a une partie pédagogique et une partie analyse. Et juste... par exemple, sur une partie matérielle, moi j'ai un hôtel avec qui je viens de parler qui ne peut pas le faire malheureusement, mais qui s'était intéressé à un sujet de séparation des eaux grises. Il vient de me dire que finalement c'était un système qui n'était pas si compliqué que ça à mettre en place, un espèce de filtre qui permet de filtrer l'eau dans l'hôtel qui sort des douches et qui permet d'être réutilisé par exemple pour les toilettes par exemple. Donc là c'est un système, nous ce qu'on va essayer de faire après derrière c'est trouver ces solutions-là et les mettre en place dans notre centrale d'achat pour aider les hôtels à le mettre en place. Donc il y a une partie étude, accompagnement financier et après c'est notre centrale d'achat qui va essayer de trouver des solutions. Merci. Ça évoque, je vais donner la parole à Rémi, mais ça évoque pour moi, il y a eu un témoignage de l'UMIH Pyrénées-Orientales qui disait qu'il y avait aussi parfois, je ne sais pas si on peut parler d'innovation frugale, mais dans les hôtels où il y a encore des baignoires, retirer le système qui permet de boucher la baignoire. En tout cas, je crois que c'était même réglementaire. C'est le préfet localement qui a encouragé les hôtels à adopter ce genre d'éco-gestes et plus de baignoire possible en fait si on ne peut pas boucher la baignoire. Donc ça, c'est assez simple à faire finalement. Rémi, vous, à l'échelle des auberges dans le Marais, à Paris... Nous, on a supprimé les baignoires. Bah,
ça c'était plutôt simple, mais avec des bâtiments du XVIIe siècle, c'était assez facile. Non, nous on est labellisé Clé Verte depuis quelques années et du coup ça permet de nous challenger d'année en année. Donc ça c'est pas mal. Et donc un des challenges qu'on s'est donné, c'est il y a 3-4 ans maintenant, la question du 19 degrés. Alors 19 degrés dans les chambres, pour certains il fait froid, pour certains il fait chaud. Bon, on a la chance aussi d'être avec des publics jeunes, donc 19 degrés ça passe. Et donc voilà, donc on bataille là-dessus, sur cette question de 19 degrés. Donc c'est à la fois un outil de sensibilisation, de communication et de sensibilisation. Et puis ça nous oblige aussi à modifier, on a modifié tout le système de robinetterie avec des robinets thermostatiques parce que justement on doit pouvoir régler, mais de la même manière, on a des jeunes qui ont 15-16 ans, les robinets thermostatiques ils s'en foutent, ils ouvrent les fenêtres, enfin bon, du coup il y a tout un travail de sensibilisation sur ça, mais au moins on peut affiner le réglage dans toutes les chambres. On est passé aussi à du chauffage urbain, donc ce qui permet aussi une économie, donc ça nous oblige, on a modifié tous les systèmes de toiture, enfin bon, du coup on a pas mal travaillé pour que cette opération 19 degrés soit une opération à la fois de sensibilisation, parce que c'est écrit en gros partout, et en même temps nous oblige et nous contraigne aussi, nous, à moins consommer. Alors, il y a le 19 degrés l'hiver, mais l'été, quand il fait chaud, les chambres sont climatisées. C'est un des grands sujets. Alors, les chambres ne sont pas climatisées, mais du coup, on est aussi dans des infrastructures, donc 17e siècle, 15e siècle, donc avec des grands murs. Et donc, effectivement, la question de la climatisation ne se pose pas beaucoup, mais elle se pose parce qu'on a un public qui le permet aussi. On travaille avec des jeunes, on travaille avec des écoles, on travaille... Et donc, la question de la sensibilisation, elle est évidente. J'imagine beaucoup plus que dans un hôtel 4 étoiles où, bon voilà, il y a des questions qu'on ne peut pas se poser. Donc, nous, on pousse là-dessus pour que le jeune, il se dise, bah oui, ok, effectivement, je peux rajouter donc, on a des couvertures polaires en plus, plutôt que d'avoir d'autres systèmes de réchauffe. Et puis, on a aussi les accès à nos caves que tu avais pu visiter, du coup, qui donnent aussi de la fraîcheur à un certain moment. Et voilà, donc il y a tout un système qui permet d'essayer de tenir le 19 degrés. Mais c'est quand même plus facile de le tenir, c'est quand même plus difficile l'hiver, quoi. Merci Rémi. Chez Best Western. Alors, nous, l'action qui nous... innovante, je ne sais... Non, c'est pas vraiment innovant non plus, mais qui nous porte vraiment, c'est la labellisation de nos hôtels. Donc là, on a presque le 3/4 de nos hôtels qui vont être labellisés. Donc, c'est-à-dire, on en a 155 qui sont lauréats Clé Verte. On parlait de Clé Verte tout à l'heure. Et on en a 78 en cours. Donc, être Clé Verte, c'est avoir des audits sur site par des membres de la CCI qui vérifient plusieurs critères et qui, en fait, obligent nos hôteliers à penser différemment, à mettre en place des choses qu'ils n'auraient pas fait sinon. Par exemple, en biodiversité, on demande 2 actions en biodiversité, 2 partenariats associatifs. Et nous, on était très surpris parce qu'en fait, quelques hôtels le faisaient, mais très peu. Donc finalement, ça permet d'embarquer tout notre réseau en développement durable. Et à chaque problème, on va dire une solution. On arrive à trouver des solutions au fur et à mesure des obstacles que pourraient voir nos hôteliers. Donc je pense que c'est là l'action prioritaire, on va dire, de l'année. Par rapport à l'écolabel européen dont tu as parlé ou de l'étiquette environnementale, est-ce qu'il y en a qui cumulent les démarches ou comment ça se passe? Alors, écolabel plus Clé Verte, non. Il y en a eu à une période, mais il n'y a pas vraiment de sens à faire les deux parce que clairement, ça se ressemble. Après, au niveau de l'étiquette environnementale, oui, certains, peu encore, et la majorité le font aussi pour avoir les subventions, parce que quand on fait l'étiquette, on a notamment on a des programmes pour avoir des subventions. Pourquoi? Parce que nous, il y a eu tout dans la conception de l'étiquette environnementale, ça a été, on va dire, moins on a d'étoiles, plus c'est simple d'avoir une bonne note. Parce que finalement, quand on est à 4 étoiles et qu'à l'époque, il y avait aussi le classement hôtelier qui nous demandait le mini-bar, etc., automatiquement, on était à C, quoi. Donc, on va dire, les équipements faisaient qu'on avait... on avait presque une moins bonne note, alors qu'on avait des hôtels qui étaient vraiment hyper engagés, qui avaient des panneaux solaires, etc. Et parce qu'ils avaient des équipements, on va dire en trop dans les chambres, ils avaient finalement la mauvaise note. Heureusement, aujourd'hui, le classement hôtelier a été revu. Donc je pense qu'il y a des choses qui étaient obligatoires qui ne le sont plus. Donc là, on va s'amuser un peu mieux, on va dire, avec l'étiquette environnementale. Et pour nous, en fait, nous, ce qu'il nous faudrait, en fait, c'est des hôtels, on va dire, qui sont dans les A, B, C, et qu'on ait les plans d'action associés, comme on fait avec Clé Verte. Justement, là, on parle de l'étiquette environnementale. Il a fallu attendre le 1er janvier 2023 pour que le classement hôtelier en étoiles en France
qui se prétend être une destination engagée dans le tourisme durable intègre des exigences environnementales. Bon, mieux vaut tard que jamais, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis on n'a pas cité, mais l'ADEME a aussi, avec le fonds tourisme durable, beaucoup accompagné, y compris financièrement, la transition écologique des hôtels. J'imagine que pour l'activité de Betterfly, ça a été des bonnes nouvelles, ces deux annonces et ces deux soutiens de l'État. Oui, exactement, parce que du coup, ça a permis au plus grand nombre de s'engager. Et nous, c'est notre objectif, en fait, aujourd'hui, c'est d'accompagner un plus grand nombre dans la transition. Ce qui est intéressant avec l'étiquette, c'est que vous avez un état des lieux, mais qu'on montre que réduire ses impacts, ça permet aussi de réduire ses coûts. Et ça aussi, c'est important de lier cette notion d'impact à cette notion d'économie. On parlait de bonnes pratiques. Nous, on a de la chance, on est sectoriel, donc on a des ratios sur le secteur touristique, en fonction des catégories aussi d'étoiles pour les hébergements. Et lorsqu'on va modéliser toutes nos données pour l'étiquette environnementale, on va pouvoir s'apercevoir très facilement en fait, de choses à faire assez rapidement pour aller réduire ces impacts. Par exemple, je prends l'exemple du linge. Aujourd'hui, le linge, en termes de fabrication et de nettoyage, c'est 30% de la consommation d'eau en cycle de vie chez un hébergement. C'est également 15% de son impact carbone. Et puis, on a une moyenne aujourd'hui sur tous les hôtels qu'on a accompagnés qui est de 1,3 serviettes par nuitée, voilà, pour bien se positionner. Quand on va auditer un hôtel et qu'on voit que l'hôtelier, sur ses ratios de serviettes, est tout de suite à 3, 4, voire 5, on sait qu'il y a quelque chose à faire au niveau du processus de gestion du linge. Et quand on compare, par exemple, on va le faire sur un hôtel 4 étoiles. Sur un hôtel 4 étoiles, on a 1,4. Donc quand l'hôtelier lui dit « oui, mais nous, on a un 4 étoiles, les clients attendent que », on peut lui montrer on peut lui donner des exemples et pour qu'il se positionne en disant oui, il y a des établissements qui l'ont fait, qui ont changé leur procédure, qui effectivement vont ajuster leur nombre de sets de serviettes en fonction du nombre de personnes dans la chambre et ça fonctionne. Si effectivement le client a un drap de bain au lieu d'en avoir 3, il y a quand même une bonne perception. Et en fait, de faire avancer comme ça petit à petit les hôtels en leur montrant, en les comparant et en leur montrant derrière quelles sont les réductions possibles, aussi bien en termes d'économie, parce qu'aujourd'hui, nettoyer une serviette, c'est quand même 50 centimes pour un grand drap de bain. Donc quand on en économise 2 sur une nuitée, vous imaginez les économies généralisées. Et également, ça permet de réduire sa consommation d'eau, sa consommation d'énergie et également de faire des économies derrière. Donc voilà, tout est l'intérêt de pouvoir lier aussi les impacts au coût pour faire avancer le plus grand nombre. Et tous les accompagnements qui ont été démocratisés ces dernières années et qui ont été aidés financièrement ont permis aussi de lever le frein de s'engager, ça coûte cher. D'ailleurs, il y a des chaînes d'hôtels, je pourrais même les citer, mais les chaînes d'hôtels nomades qui invitent le client à la réservation à s'engager, à faire un certain nombre d'éco-gestes, c'était incité économiquement dès la réservation, avec des minorations du tarif qui peuvent aller jusqu'à 20 € par chambre. Nous, on l'a utilisé comme exemple dans le projet européen Erasmus+, que ATR a animé sur le voyage bas carbone, où il a fallu qu'on illustre des bonnes pratiques dans l'hébergement. On a trouvé que ça, c'était particulièrement intéressant parce qu'il y avait une incitation aux clients. On va donner la parole à monsieur Desvaux de Marigny, à Vincent de Attitude Hôtel, parce que vous n'avez pas forcément bénéficié des fonds dont ont pu bénéficier les hôtels en France suite à la pandémie, notamment avec le fonds tourisme durable. Il y a d'autres démarches. Là, on a parlé de Clé Verte, qui est une démarche internationale, mais on a parlé de l'étiquette environnementale. On a aussi EarthCheck, qui est utilisé par certains de vos confrères à Maurice. On a Green Globe, on a beaucoup de labels. Où est-ce que vous en êtes, vous, de vos engagements et de l'évaluation de vos engagements ? Alors effectivement, on est Travel Life Gold, mais on trouvait que ce n'était pas suffisant. Effectivement, ils arrivaient à mesurer et mettre en place des critères au niveau impact, mais trop restrictifs pour nous à l'île Maurice. Et comme en 2019, on a décidé d'aller vers une stratégie d'entreprise à mission, et on a aussi ouvert notre premier hôtel éco-engagé, où on a décidé effectivement de retirer le plastique. Et je reviendrai sur votre question, mais c'est important de comprendre cela. Et donc se dire comment retirer le plastique à usage unique quand on a 1200 chambres d'hôtel, c'est beaucoup.
Donc on est parti dans cette direction-là, on a retiré ces 50 items, ces 4 millions de bouteilles, plastiques et de tout ça qu'on a retiré de nos opérations. Alors grosse problématique, c'est comment on fait au niveau des mini-bars. Donc le thé, le café, ça vient avec des petites cellules en plastique. La barre de Kit Kat ou de Mars, ça vient dans du plastique. Donc on s'est dit, on va faire un bulk shop. Donc tous les clients, ils arrivent, ils prennent leur petit pot le matin, ils prennent leur thé, le café. Et donc là, plus de Kit Kat, plus de barres chocolatées Magnum et tout ça. Et on n'a fait que des produits locaux. Donc au départ, on est parti sur une approche à un impact pour l'environnement. Et là, on s'est retrouvé à développer pour tous les artisans locaux, les petits producteurs locaux, donc qui ont commencé à faire des confiseries made in Maurice et sans plastique. Donc là, on a eu un impact sur l'économie. Et dans tous nos hôtels, on avait effectivement des boutiques avec des produits d'artisanat. Et on avait fini par réaliser que c'était des produits que importés, puisqu'on sous-louait ça à des prestataires. Donc on a repris les boutiques et on a créé une coopérative avec des artisans locaux. Donc aujourd'hui, on est monté, il y a 35 artisans locaux qui vendent tous leurs produits et qui ont accès à plus de 100 000 clients. Donc ça pousse maintenant à répondre à votre question au niveau de tout ce qui est labellisation. Donc en 2019, on a initié notre projet pour être labellisé B Corp. Je sais que ça ne parle pas à beaucoup de personnes, mais donc il y a 9000 entreprises à travers le monde. Et pourquoi B Corp? Même si c'est important, Travel Life, mais on a réalisé qu'à B Corp, vraiment, en plus de faire des actions concrètes, mais ça mesurait, c'était impact, c'était orienté impact. Si on mesurait, qu'est-ce qu'on arrivait à vraiment avoir d'impact positif. Donc voilà, et la bonne nouvelle, c'est que depuis, après plus de 2 ans de travail, 250 questionnaires avec une quarantaine de questions, oui, c'est laborieux, mais aujourd'hui, on a été labellisé B Corp, et donc ça a créé aussi un changement chez nous. Comment faire, c'est bien, mais comment amener des impacts et mesurer. Et là, on réalise que, voilà, comme j'ai parlé sur le plastique à usage unique, on avait une envie d'impact sur l'environnement, on a eu un impact au niveau de l'économie locale et aussi sur les communautés locales. Bravo. On continue le tour de table sur les questions sociétales, sociales. Il y a eu une conférence inaugurale ce matin où Philippe Croison est intervenu sur la question du handicap. Ensuite, ici même, il y avait Annette Masson, la présidente de Tourisme et Handicap, qui a abordé le sujet avec un état des lieux, sans concession. La ministre Olivia Grégoire, la ministre démissionnaire Olivia Grégoire a fait une sortie peut-être un peu maladroite il y a quelques jours en disant qu'on était en bas d'une montagne et qu'il fallait gravir le Mont Blanc. Je pense quand même que c'est peut-être un peu lucide mais un peu sévère. Il y a quand même un certain nombre d'opérateurs qui se sont mis à prendre le sujet à bras-le-corps en sachant que la réglementation se durcit. Comment vous abordez le sujet chez Originals, que ce soit le handicap ou d'autres sujets sociaux Alors, sur le sociétal, nous, on a une chance. Ça fait pas de nous les premiers de la classe, mais on a une chance. Nous, on a un hôtel dans notre réseau qui a 80% de son personnel qui est du personnel handicapé. Sur du handicap qui, en grande majorité, ne se voit pas. Et qui a donc un statut ESUS d'utilité sociale. On n'en fait pas un fer de lance parce que c'est le seul. Donc, par contre, on compte bien se servir de cet exemple-là pour accompagner nos hôtels sur le sujet. Donc nous, ce qu'on met en place aussi, on a toute une commission et un atelier social qui s'est mis en place avec notre DRH, qui s'appelle Brigitte Collin, et qui va travailler avec des hôteliers sur plusieurs pans du social, et notamment sur comment accueillir du personnel handicapé dans son personnel, comment accueillir du client en situation de handicap également. Donc le but, il est un petit peu de réfléchir avec les hôteliers sur comment avoir de bonnes pratiques et d'avoir les bons interlocuteurs pour le faire. Donc on est plutôt sur un dialogue avec les hôteliers, sur un travail en cours pour les aider à avoir des bonnes pratiques sur ce genre de sujet-là. Et on travaille actuellement aussi si on va plutôt sur le côté social, parce qu'il y a un vrai problème de recrutement sur la partie sociale. On va travailler sur un baromètre de qualité de vie et des conditions de travail que vont pouvoir utiliser aussi les hôtels. Par exemple, nous en interne, on a eu une sensibilisation de nos salariés
sur toute la partie harcèlement au travail. Et ça, c'est des choses, dès qu'on le met en place pour nous, pour notre siège, on essaie de faire en sorte que les hôteliers puissent en profiter. Donc il y a beaucoup de choses comme ça et qui se travaillent à notre niveau. C'est difficile de faire le tri, donc c'est pour ça que c'est un peu brouillon, désolé, mais voilà, on travaille sur ces sujets-là. Merci. Rémi, vous à Paris, j'imagine qu'il y a peu eu un effet Jeux olympiques et paralympiques. Est-ce que vous avez accueilli des délégations? Enfin, c'est quoi votre relation aux Jeux olympiques et à l'héritage handicap de ces Jeux olympiques Alors, nous, dans la partie des voyages scolaires, on a toute une offre de voyages scolaires qui sont spécialisés sur des voyages scolaires inclusifs. C'est-à-dire qu'on aide les enseignants à ce que tous les enfants partent. Voilà. Donc ça, c'est un engagement qu'on a sur la partie voyages scolaires. Dans les auberges, on a plusieurs actions. Donc, sur la question des Jeux, on a fait une semaine de sensibilisation aux Jeux paralympiques. En lien avec les écoles du quartier, avec les associations, voilà, et avec les différents partenaires qu'on a vus après, du coup, dans les jeux, etc. Donc ça, c'était assez magnifique. Du coup, ça a sensibilisé, je pense, des centaines de gamins quand ils ont vu arriver les Jeux paralympiques. Bon, après la magnifique version des Jeux olympiques qu'on a eu, voir les Jeux paralympiques derrière et avoir testé du cécifoot, de la boccia, enfin tous les sports qu'on connaît bien maintenant, quoi, du coup, mais nous on les a fait deux mois avant, donc ça c'était plutôt pas mal. Et aujourd'hui notre question c'est aussi de continuer dans cet axe-là avec les écoles, continuer à faire de la sensibilisation en essayant de regrouper ici un acteur spécialisé sur la question du paralympique, ici des gamins qui ne sont pas forcément handicapés, mais du coup qui peuvent pratiquer. Voilà. Et sinon, tout au long de l'année, nous on travaille, on a un partenariat avec l'UNICEF et on travaille dans le cadre de la Convention internationale des droits de l'enfant, aussi avec des écoles du quartier. Donc on intervient dans les écoles sur comment, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que la question d'un droit à la mobilité. Et donc quand on parle d'un droit à la mobilité, quand on parle de la Convention internationale des droits de l'enfant, on parle au bout du monde, qu'est-ce qui se passe sur les questions de droits, des 10 droits fondamentaux. Mais par contre, quand on arrive dans sa maison, dans son quartier, comment on descend de chez lui, avec son papy qui est un peu sur Cannes, ou avec son petit frère, ou avec un copain qui est handicapé, ou lui-même. Voilà. Donc on travaille sur on sensibilise les jeunes, on les amène jusqu'à une exposition, à leur faire réfléchir à eux, s'il y a quelque chose qui vous choque aujourd'hui, quelque chose que vous avez envie de défendre sur les questions d'un droit à la mobilité, ça serait quoi? Et donc on les amène à dessiner, et puis après on expose ça dans les auberges, on expose ça dans les écoles. Enfin, du coup, voilà, on est un peu engagé sur tous les fronts, mais sur la question des jeux, c'était assez magnifique ce temps-là passé avec eux, quoi. Je vais rester avec toi parce qu'en fait, tu es le seul du panel à vraiment être spécialisé sur le public jeune, et il y a quand même une actualité dans le tourisme durable qui était attendue de longue date, c'est le pass-rail et le pass-colo. Est-ce que vous avez été impacté de près ou de loin par ces deux dispositifs innovants cette année 2024 Alors, je pense qu'on a été plus impacté par le pass culture, pour le coup, parce que comme on travaille sur les questions de culture, en fin de compte, on voit, on sensibilise pas mal les profs avec lesquels on travaille en leur disant, voilà, vous pouvez aller chercher du pass culture, ce qui vous fera une réduction pour votre facture au final, etc. On a été beaucoup impacté par ça. Sur le pass rail, je le mesure pas. Parce que directement, je mesure pas. Sur le pass culture, par contre, on le mesure vraiment. Okay. Entendu. Merci. Rachel, sur les enjeux sociaux. Oui, bien sûr. Alors nous, ce qu'on a fait, on a été labellisé Happy at Work au niveau du siège, et on veut le faire au niveau des hôtels. Après, comme on est en format coopératif, il faut que notre conseil d'administration soit OK, donc on attend leur validation. Normalement, ça devrait être OK. Donc là, c'est avoir des retours et des données au niveau RH. Ça nous manque énormément aujourd'hui pour tous les rapports, de toute façon, RSE. Après, on sensibilise. Donc, on a une école de formation qui s'appelle EO. Et on va dire, on a profité pour Clé Verte, on a plusieurs thématiques, eau, énergie, déchets, achat responsable, ancrage territorial, biodiversité. Et on a rajouté, on va dire, tout ce qui est partie handicap, et pour que ça fonctionne aussi avec le classement hôtelier d'Atout France. Comme ça, nos formations de 7 heures sont valides pour les deux, et Clé Verte et classement hôtelier. Et ça permet en plus de porter la bonne parole. Et clairement, avec les JO, maintenant, on est largement plus écoutés. Il y a eu un vrai effet post-JO paralympique, où il y a un engouement. Et nous, on a soutenu aussi un athlète paralympique. Donc évidemment, au niveau du siège, ça a porté ses fruits. C'est vraiment différent. Quand c'est eux qui viennent et qui
prennent la parole, c'est juste génial aussi pour faire porter les messages. Voilà, pour la partie sociétale. Et puis, après, le sociétal, il y a aussi tout ce qui est avec le recrutement. De toute façon, le social, il faut aussi qu'on aborde ces sujets-là avec les avantages collaborateurs. On sait que dans l'hébergement, ce n'est pas le secteur qui paye le plus. Donc, qu'est-ce qu'on propose au niveau social ou sociétal à nos collaborateurs qui soient autrement et donc, nous, on est parti sur de l'aide psychologique, du coaching de vie perso, pro. Voilà, on est parti sur d'autres sujets. Dire, OK, vous avez le salaire, mais vous avez ça aussi. Vous avez des tarifs aussi. On propose des tarifs collaborateurs à moins 50%. Donc, on touche à leur pouvoir d'achat. Et on a mis en place, parce qu'ils n'avaient pas de CSE, c'est des hôtels, des TPE, PME, 50 chambres environ. Et donc, on leur propose une plateforme CSE pour aller faire les courses avec des bons d'achat, aller au cinéma avec des tarifs réduits, les parcs d'attractions. Et clairement, les retours, nous, sur le terrain, sont super. On a des femmes de chambre qui disent c'est super, vous pensez aussi à nous au niveau sociétal, à nos enfants, avec maintenant l'assistance même psychologique qui va jusqu'aux ayants droit. Et donc, c'est là où on peut peut-être innover un petit peu aussi au niveau sociétal. On sera peut-être amené à en reparler. Voilà. J'avais une question pour toi, Carole. On a une actualité décidément très riche cette année, c'est Destination d'Excellence, qui va mettre à la fois de la qualité, du handicap, du durable. C'est quoi la vision de Betterfly sur cette actualité dans la manière dont on va accompagner les hôtels notamment Alors, nous, on trouve que c'est une très belle évolution et on l'avait anticipé parce qu'on est en train de faire évoluer notre logiciel aussi. Parce que nous, on est très environnement dans notre état des lieux. Et aujourd'hui, le but, ça sera de pouvoir faire une évaluation et de l'environnement et du social également pour accompagner les hôtels sur ces thématiques et également sur cette évolution de ce label et sur leurs obligations aussi en termes de reporting extra-financier. On voit que ces enjeux-là sont importants. Ils reviennent souvent et ils veulent pouvoir se positionner, s'évaluer et être accompagnés. Et du coup, de faire évoluer notre logiciel, ça permet d'aller sur cet aspect social et derrière d'avoir des plans d'action qui puissent les accompagner dans ce sens et des programmes de formation, puisqu'on est organisme de formation, qui les accompagnent sur ces thématiques. Le handicap notamment, ça fait déjà partie des choses qu'on leur propose et tout ce qui est aspect RH. Et puis, Betterfly fait partie du groupe Fairmove et il y a une autre entité dans Fairmove qui s'appelle Double Sens qui a aussi beaucoup travaillé ces questions d'impact sociaux. J'imagine que vous créez des synergies par rapport à cette expertise aussi. Oui, exactement. Il nous apporte beaucoup sur cette thématique-là. Et le but du groupe Fairmove, c'est de transformer l'ensemble de la chaîne de valeur du tourisme. Double Sens en fait partie, Betterfly en fait partie. Et le but, c'est qu'on puisse croiser notre expertise pour massifier au plus grand nombre. Merci beaucoup. Vincent, sur le sujet social, on en a déjà parlé. On s'aperçoit que des fois, ça part d'une intention plutôt écologique et en fait, on repart sur des impacts sociaux conséquents. Est-ce que tu as d'autres témoignages à nous faire sur la manière dont les Mauriciens peut-être sont associés? J'imagine que les principaux clients sont quand même des clientèles internationales, mais comment vous interagissez avec les Mauriciens au-delà des questions d'emploi Très très bon point. Effectivement, et quand on a créé Attitude, on s'est dit que nos premiers clients, ça allait être nos employés. Et que, voilà, alors étant un groupe familial, on a appelé nos employés family members. Donc c'est quand même quelque chose de costaud qui doit avoir un sens. Donc notre première communauté sur laquelle on se focalise, ce sont nos employés. Et l'objectif, la valeur ajoutée de tous ces labels, que ce soit Bicorp, que ce soit, on participe aussi à Great Place to Work. Donc, c'est d'avoir accès à beaucoup de data. Et donc, nous, notre objectif, on travaille 6 jours par semaine à Maurice dans l'hôtellerie, mais c'était comment faire d'Attitude un better place to work, un meilleur endroit. Et donc, on a, par exemple, là, on a pu passer sur 2 fois par mois des semaines à 5 jours. Et c'est à travers le questionnaire. Nous, on était persuadés
que nos employés voulaient gagner plus. Donc oui, il y a cette partie-là aussi qui est prise en considération, sur lequel on agit chaque année. Mais c'était effectivement le bien-être au sein de l'entreprise. On a fait des semaines de 5 jours et on a été assez surpris puisque c'est pour la labellisation Great Place to Work. On l'a fait depuis 2019. Nous, nos frontières ont été fermées pendant 2 ans. Donc le tourisme est le premier employeur. Et on s'est dit en 2022, on ne va pas participer à ce concours puisque l'hôtellerie a été grandement impactée, comme à travers le monde. Mais nous, pendant 2 ans, c'était compliqué. Donc, on a été labellisé meilleur employeur de Maurice en 2022-2023. Donc, je crois que c'est toute cette stratégie de data qui nous permet vraiment de se remettre des nouveaux objectifs. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis content de voir qu'on a des family members, on a 1700 employés qui sont contents de travailler chez nous. Pas les 1700, mais on fait le maximum. Mais en tout cas, oui, on voit une nette amélioration et être à leur écoute et à travers toutes ces datas, on arrive vraiment tous les mois. Et là, les résultats vont sortir la semaine prochaine. On avait atteint 86% de taux de satisfaction. Là, on est monté à 89 et c'est beaucoup 3 points. Et c'est uniquement en se focalisant sur tout ce qui ne marchait pas au sein de nos entreprises. Donc avec les data, la communication, donc c'est toujours cette volonté. Et c'est vrai que je réalise qu'aujourd'hui, ça devient notre culture d'entreprise. Donc voilà, un exemple de communauté locale, comment on peut se focaliser dessus. Merci beaucoup. Alors on a déjà dépassé de 5 minutes le temps officiel. On doit commencer dans 10 minutes. Je propose quand même de recevoir une question ou deux. Je vous en prie. Bonjour, je suis Alice Dorgeval, journaliste en transition écologique. Merci beaucoup pour vos témoignages. J'avais une question sur l'équipement. Il y a une solution dont on parle peu, qui est presque aussi vieille que le monde, qui s'appelle les toilettes sèches ou bien la collecte d'urine. Et notamment, la ville de Paris étudie une solution à l'échelle de plusieurs bâtiments pour installer ces équipements-là dans des appartements et dans des bureaux. Moi, je l'ai vu à une petite échelle d'hôtel et ça fonctionne très bien parce qu'aujourd'hui, il y a des équipements qui fonctionnent bien. Et donc, je voulais savoir si, parmi vos adhérents, il y en a qui sont intéressés. Est-ce que vous leur en parlez ? Je me jette à l'eau. Non, on ne leur en parle pas. Je vous avoue que non. Ça, c'est vrai. Alors, on est preneur en fait de tout ce qui peut améliorer en fait les choses dans les hôtels, que ce soit en termes d'aide de prise à la décision, de matériel, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui, de toute façon, quand elles sont possibles, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Après, ça reste à l'étude. Après, on ne sera pas pour le coup pionnier, à mon avis, là-dessus. Il y a des chantiers, je dirais, qui sont peut-être beaucoup plus prioritaires. Mais je pense que si cette innovation arrive et qu'elle marche pour un hôtel, on aura des hôtels. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire qu'on a 320 hôtels, 320 personnalités différentes et 320 degrés de maturité différents sur le développement durable. Donc nous, le but, il est d'aller chercher un maximum de personnes. Et donc, je suis sûr qu'on devrait avoir des personnes qui pourraient être intéressées par cette technologie-là. Si elle est éprouvée, ça marchera. On n'a pas de représentant de l'hôtellerie de plein air, mais je crois que ce serait peut-être encore plus propice à de l'innovation comme celle-là. Mais je ne sais pas si vous avez d'autres éléments de réponse sur les toilettes sèches ou les... Nous, on est prêt à l'utiliser, parce que du coup, avec des publics jeunes, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Bon, étant dans le Marais, ce n'est pas forcément toujours utilisable, mais en tout cas... On est par exemple certifié par la ville de Paris pour plastique à usage unique, utilisation de l'eau, ces questions-là. On n'a pas vraiment abordé le sujet avec eux, mais s'il y a des expérimentations dans ce sens-là, en tout cas, je pense que c'est hyper intéressant de le vivre. Et nous, on a un hôtel qui l'a fait, mais c'est son golf. Hein. Mais c'est un début. Donc nous, on le met en exemple. Et on a visité autrement un autre hôtel avec une collègue de chez Accor, collègue non concurrente, amie de chez Accor. Et en fait, ce qui est compliqué après, c'est tout ce qui est réglementaire. Il y a des tests après les ARS qui viennent tout vérifier. Et donc, finalement, quand parfois on veut être un peu innovant,
C'est comme avec l'eau grise tout à l'heure. Il y a des solutions, mais dès qu'on innove, ça devient compliqué au niveau de la paperasse administrative. Il y a des tests, il y a plein de tests à faire, encore plus que la normale. Et ça décourage presque nos hôteliers qui veulent aller sur ces démarches, on va dire, un peu poussées. Mais on reste à l'écoute des nouvelles tendances. Alors nous, on travaille beaucoup avec l'hôtellerie de plein air. On a des campings qui ont testé. Après, je pense qu'il faut toujours réfléchir d'un point de vue macro et voir en termes de consommation d'eau, est-ce qu'il vaut mieux aller sur des toilettes sèches ou est-ce qu'il vaut mieux travailler en termes d'innovation sur plutôt les douches ou tout ce qui est piscine, par exemple. On voit qu'il y a déjà des choses à mettre en place ou même sur la gestion des fuites. Peut-être avant de proposer ce type d'innovation qui, je pense, peut être intéressante. Peut-être il y a encore des freins sur la clientèle, mais je ne suis pas sûre qu'il faut... je pense qu'il faut aussi travailler d'un point de vue macro et voir si c'est très impactant ou s'il faut se concentrer sur d'autres pôles d'impact et plus fortement consommateurs d'eau. Oui, je crois qu'effectivement, je partage ton point de vue, c'est de se dire c'est difficile ce type de solution, toilette sèche, mais par contre, c'est comment avoir un impact sur la gestion de l'eau. Ça, c'est plus facile en mettant deux types de chasse, petit débit, gros débit. Et après, chez nous, on s'est équipé de stations d'épuration. Donc, on récupère toutes les eaux. Et après, à partir de là, effectivement, on se sert pour l'arrosage. C'est qu'est-ce qu'on peut avoir comme impact, effectivement. Et là, c'est possible, oui. Merci. On va être obligé de clore cette table ronde. Merci beaucoup à nos panélistes et à nos participants. Merci aussi à la question. Et puis, vous retrouverez en replay sur le site du salon, sur la chaîne YouTube, le replay de la conférence et les autres conférences. Merci à toutes et tous. Et bien, on va commencer dans 5 minutes sur le transport aérien. Au plaisir. Merci.